Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour Monsieur Rochebain. Vous signez le dictionnaire de ma vie chez Kero. Ça va de votre enfance aux réflexions sur la justice, de votre recette de pâtes ail et piment à des anecdotes de prétoire, votre vie. Un de vos maîtres vous avez dit il faut 20 ans pour être un bon avocat. Oui. Si longtemps que ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et quand il me l'a dit, j'en avais 10. Ouais. Et c'était pour moi une gifle douloureuse. Aujourd'hui, vous en avez combien? 34 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris en 34 ans? À maîtriser un peu ma peur. Hein? Oui. Et puis, c'est un métier extraordinaire, le métier d'avocat, parce que c'est un métier où l'on peut espérer bonifier. Comme un vin. Comme le vin, oui. Enfin, comme le bon vin. Ouais. Hein. Et donc, l'expérience, les affaires, l'accumulation des affaires donne parfois un petit sens de l'audience qu'on n'a pas quand on a 3 ou 4 mois de barreau. C'est drôle que vous parliez de la peur parce que généralement, on dit Dupond-Moretti fait peur et pas il a peur. Vous avez peur? Ah, attendez, il y a deux choses dans votre question. Il y a deux Je vérités? sais pas, non, je ne sais pas à qui je fais peur. Ah, bah si, ça fait partie de votre marque de fabrique. Ouais, enfin, j'ai dit en d'autres temps que je ne terrorisais que les cons. Je persiste et je signe. Ça leur fera plaisir. Ah, d'abord, il faut déjà qu'ils se reconnaissent, vous savez. Et puis, deuxièmement, oui, moi j'ai peur. Oui, bien sûr, j'ai peur de mal faire. Parfois, j'ai peur de bien faire et de ne servir à rien. Il y a peu de métiers dans lesquels on a aussi peu le sens de sa propre inutilité que dans le mien. Il y a une violence, hein, il y a des pages extraordinaires où vous parlez par exemple de la réplique, le sens de la réplique, et vous dites, je crois que c'est aussi un mot rapporté, c'est comme la gifle qui laisse les doigts, la main sur la joue. Une bonne réplique dans un prétoire, ça peut tout changer. Ah, mais les mots, ça fait mal, bien sûr. Ouais. Les mots, ils ont un sens, un double sens et parfois un contresens. Et bien sûr que ça n'est pas qu'une joute oratoire, c'est pas une conférence Berryer. Hein. Ouais. Il y a à la sortie de cela un verdict qui scelle le sort d'un homme ou d'une femme. Oui. Et un mot peut sauver aussi, ça fourmille d'anecdotes extraordinaires, c'est, je crois, un représentant du grand banditisme qui est sauvé par son petit mot final, Ouais. le charme, le bon mot qui est au juste. Ouais. C'est comme au cinéma, là, hein, ça peut tout changer. C'est comme dans la vie aussi. Ouais. Hein. Il faut dire les choses juste au bon moment. Cette anecdote, on peut s'y arrêter une seconde. Hein. C'est quelqu'un qui est accusé d'un braquage. Et comme élément à charge principale, il y a un ticket de caisse d'un restaurant qui est près du lieu du braquage. Et on lui dit, bah, vous êtes venu repérer. Et il dit, mais pas du tout. Non, je ne sais pas comment c'est arrivé chez moi, etc. Il s'explique assez longuement là-dessus. On le regarde avec circonspection. Et puis quand, après que son avocat ait plaidé, on lui donne la parole, c'est comme ça la procédure, il se lève et il remercie l'avocat général pour le coca et le sandwich auquel il a eu droit. Et là, tout le monde dit, mais il a perdu la tête. Y compris vous, hein, vous dites... Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et quand il a expliqué tout ça, il sort le ticket, qui est le ticket de caisse du bar du Palais, il l'agite et il dit à l'avocat général, et pourtant je n'y suis pas allé. Ouais. Et tout le monde rit, et il gagne son procès, évidemment. Alors, c'est du Dupond-Moretti pur sucre aussi, parce que souvent, votre force, c'est que le détail, hein, un tout petit détail peut faire ou défaire un dossier. Mais je crois que l'apport d'un avocat, c'est quand il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Sinon, il ne sert à rien. Oui, et ça peut basculer effectivement sur un détail. C'est là que parfois se cache le diable. Ouais. Le doute, hein. Vous dites la voiture rouge, est-ce que ce n'était pas une voiture verte? Et puis ça commence à monter comme ça. Bien sûr. Ouais. Alors vous rendez hommage, il y a beaucoup d'hommages aux morts. Alors il y a, on ne l'a pas cité, mais Furbury, très grand avocat que je ne connaissais pas, je l'avoue, mais c'est le maître qui vous avait dit il faut 20 ans. Hommage à votre père, c'est un homme que vous n'avez presque pas connu, mort du cancer. Vous aviez quel âge? J'avais 4 ans et demi et lui il en avait 26. Et pourtant c'est un des hommes qui a beaucoup compté. Oui. En étant absent, sans être là. Oui, j'exprime l'idée, elle est peut-être audacieuse d'ailleurs, qu'il vaut mieux avoir un père mort qu'un père absent. Parce que le père mort, enfin, dans mon cas, il était idéalisé, évidemment. On me disait tous les jours que j'avais un père merveilleux et que non seulement j'avais un père merveilleux, mais qu'il me protégeait, là où il se trouvait. Il y a ce mot un peu vieilli de conscience. C'est un peu votre conscience, ce père disparu? Oui. Oui, on peut dire ça. Oui. Et vous vous rappelez son visage, vous vous rappelez quelque chose ou rien? Non, je me rappelle de beaucoup de choses. J'ai des souvenirs extrêmement précis de mon père. Je me souviens en particulier, quand je suis allé le voir à Paris, il était hospitalisé à Paris. Je me souviens de son arrivée dans une chambre qui était une espèce de dortoir collectif.
je me souviens, je lui ai volé son yaourt. Et que mon père voulait me le laisser, et que mes grands-parents souhaitaient que mon père le mange parce qu'il était dans un état catastrophique. Oui, j'ai ces souvenirs-là, j'en ai d'autres, qui sont dans ma mémoire. Ont-ils été reconstruits des souvenirs très heureux. À la présence des morts, elle court le livre, il y a votre grand-mère, Louise, c'est ça? Oui. Ancienne communiste, femme courage, qui a sauvé des enfants juifs, Oui. et puis qui vous a appris l'amour des mots, c'est dès les premières pages. Elle aimait les dictionnaires, hein, comme vous. Oui. Elle vous a appris ça. Oui. En réalité, on m'a demandé pourquoi j'acceptais de faire ce dictionnaire. D'abord, c'est pas moi qui ai choisi de titre, parce que dictionnaire de ma vie. Non, mais d'abord, ma vie n'est pas terminée. Donc, puis j'ai expliqué que j'avais le goût des mots parce que ma grand-mère m'avait transmis cela. Il y avait une espèce de. C'était des gens modestes, c'était des ouvriers modestes. Et il y avait une table avec une toile cirée. Et puis, sur la toile cirée, à un moment, on posait les dictionnaires et puis les mots croisés. Et ma grand-mère avait le certificat d'études. Et comme les gens de cette époque, elle savait lire, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Elle savait écrire et elle savait compter. Et on passait des heures, il n'y avait pas de télévision. Moi, je savais, je le dis dans le bouquin, que le théâtre japonais en 2 lettres, c'est no, et que l'interjection enfantine, c'est na. Ouais. Et je passais des heures à regarder les drapeaux, les fleurs, les animaux. Enfin, voilà. Vous êtes très progressiste dans plein de domaines, mais pour les mots, vous êtes assez conservateur, hein. Si ce n'est réactionnaire, la dérive du langage, ça vous consterne, hein. On sent que pour vous, c'est un danger même pour la pensée, hein. Ce qu'on ne dit pas, on le pense mal. On a d'abord la chance d'avoir une très belle langue. Ouais. Moi, je constate qu'elle est mieux défendue à l'étranger qu'en France. Ça fera plaisir aux Suisses, aux Belges. Aux Suisses, aux Belges, les Québécois, par exemple, ne disent pas stop. Le panneau stop, il n'existe pas, c'est arrêt. Ils ne participent pas à The Voice, mais à la voix. Et ils ont peur d'une certaine façon, mais pour des raisons politiques aussi, qu'on leur enlève leur langue et leur culture. Et donc, ils y sont très attachés. Et vous racontez à quel point, dans un procès, ça joue. Il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils parlent mal. Oui, mais Giono a écrit à propos du procès Dominici que si on a un volume lexical très, très étendu, c'est un acquittement. Si on n'a pas trop de mots, ben, c'est 20 ans. Et puis, si on en a encore moins, ça peut être plus. Et c'est vrai. Alors, il y a la beauté des choses, évidemment. Et puis peut-être un côté réac. J'accepte l'augure de votre diagnostic. Mais il y a aussi l'idée que les mots permettent la pensée et la nuance de la pensée. Et moins on a de mots, et moins on peut penser, évidemment. Il y a une maxime de Pascal qui vous va comme un gant, c'est la vraie éloquence se moque de l'éloquence. Alors c'est vrai, voilà, ça c'est la force du Pont Moretti. Ça a l'air naturel. Ça l'est. C'est beaucoup de travail derrière aussi. Non, moi je pense qu'on est ce que l'on plaide et qu'on plaide ce que l'on est. Et très sincèrement, je suis peut-être un petit peu plus familier au Café du Commerce qu'à la barre du tribunal, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Vous donnez des trucs, hein. Vous dites par exemple langue soutenue, mais de temps en temps, lâcher un petit mot familier, c'est très important. Bien sûr. Rapprocher le jury. Hein. J'ai souvent dit qu'il fallait que le jury ait envie de boire le Ricard avec l'orateur. Pas le champagne, hein, le Ricard. Mais malheureusement, vous ici, vous n'avez plus de jury populaire. J'ai plaidé ici l'avant-dernière affaire. Et puis ensuite, vous avez supprimé le jury populaire et c'est une hérésie. Je me permets de le dire, pardon. Hein. C'est pas mon jacobinisme qui m'autorise ces choses. Mais je trouve que le jury populaire, c'est une bouffée d'oxygène formidable dans le corporatisme des juges. Puis surtout, c'est un acte de démocratie directe, irremplaçable. Il y a un regard plus frais, plus franc dans un jury populaire. Ça, c'est une de vos théories. En tous les cas, à défaut de technicité juridique ou judiciaire, il y a forcément un vrai bon sens et une volonté de bien faire. Alors, on compte plus la liste des gens que vous avez fait acquitter. C'est devenu un lieu commun, acquittator. Il y a une petite anecdote très drôle, vous racontez. À l'origine, c'était plutôt une comparaison espagnole, acquittador. Et puis le journaliste, vous êtes souvent un peu dur avec le journaliste. Hein, vous lui prenez un peu il s'est trompé, il a mis T à la place de D. Je suis dur avec certains. D'abord, vous savez, le journalisme, la magistrature, le barreau, ça ne veut rien dire. Hein. C'est d'abord la signature de ceux qui rendent le journalisme, le barreau, la magistrature. La légende qui dit que vous avez fêté le 100e acquitté, c'est vrai? Oui, c'est vrai ça. Oui, je suis allé boire un coup. Malheureusement, ça s'est su. Et puis, on a dit, mais comment c'est indécent de fêter ça. C'était un avocat général, d'ailleurs, qui a dit ça. Et
c'est indécent de fêter la 100e condamnation. Mais enfin, le 100e acquittement, ça peut se fêter. Il y avait des traditions moins avouables chez les avocats. Il y avait le premier million, hein, chez les avocats des années 50 ou 60. Ils fêtaient leur premier million, c'est un peu moins chic. Ouais. 100 acquittés, c'est pas mal quand même. Ouais. 100 millions, c'est pas mal non plus, mais c'est un registre totalement différent. Comment est-ce qu'on a cette force-là? Il y en a d'autres évidemment, mais chez vous, c'est devenu une marque. Comment est-ce qu'on a cette force-là de faire acquitter autant de gens? J'en sais rien. Une idée quand même. Non. D'abord, c'est beaucoup de boulot. C'est une spécialisation, c'est beaucoup d'affaires plaidées quand même, parce que acquittateur, c'est gentil, mais enfin, il y a aussi beaucoup d'affaires perdues. Moi, je me suis jamais caché de ça. Je me suis pas, comment dirais-je, retranché derrière ce bouclier d'acquittador ou d'acquittator en disant voilà, pas du tout. D'abord, j'ai toujours dit que je n'étais pas un magicien. J'ai toujours essayé de rappeler que notre obligation était une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Et puis surtout, je n'ai jamais caché qu'il y avait aussi beaucoup d'échecs. Il y a ce fameux style avocat qui sonne souvent faux. Hein. On dit il parle bien, mais on se méfie. Vous avez réussi à sortir de ça. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez neuf. Hein. Non mais je vous dis, parce que c'est vrai, que je m'exprime à la barre comme je m'exprime dans la vie. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher, c'est la sincérité. Que l'on soit avocat ou acteur ou présentateur d'un JT, voilà. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être triste si vous vous en foutez, c'est pas possible, ça se sent. Vous racontez quand vous êtes étudiant déjà, vous allez écouter les grands ténors, les Leclerc, les Lévy, etc., Furbury, et puis vous dites, voilà, l'impertinence, c'est très important, et alors vous allez pratiquer ça à un point extrême. C'est devenu, alors, il y a quelques exemples qui sont devenus quasi canoniques, c'est la fameuse lettre à Bernard-Henri Lévy, par exemple. Oui. C'est une de celles qui a qui ont le plus circulé, je vais la citer quand même pour ceux qui se souviennent, c'est la fin de votre lettre. Hein. Oui. Vous écrivez à BHL et vous dites « Le 3 mai 1936, Magritte a écrit aux critiques du Pierroux qu'il n'était qu'une vieille pompe à merde, entre guillemets. Je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de Magritte. » Voilà. Ça a eu beaucoup de succès. Ouais, bah, écoutez, il est venu me chercher, je lui demandais rien. Ouais. Il ne faut pas vous chercher. Non, mais c'est normal. Ouais. Personne ne lui demandait rien, monsieur BHL. Il est sorti du bois pour me critiquer dans le dossier Mera. Mais il aurait pu le faire. Mais me critiquer personnellement, s'en prendre à moi personnellement. Moi, je lui avais rien fait, je lui ai rien demandé. Il a une qualité, BHL, c'est que c'est un ami de Marc Bonan. C'est la seule qualité que je lui reconnais. Il a essayé de me rentrer dedans, il a sorti un papier dans le Point, etc. Ben c'est la réponse du berger à la bergère. Puis surtout, comme il parle de droit de la défense, je lui rappelle qu'il faut aller lire Botul. Vous savez qui est Botul? Ouais. C'est un personnage inventé, bidon. Qu'il avait piégé. Voilà, inventé par les journalistes du Canard enchaîné. Et il s'avère que monsieur BHL a assisté, lui, à une conférence de Botul. Il faut lire ça. C'est plein de vacheries, effectivement. En même temps, ça en dit beaucoup de vous parce qu'il y a un petit côté quasi adolescent. Les vieux avocats se permettent plus ça. Voilà. Là, il y a un petit côté, oui, impertinent, adolescent, une fraîcheur. Vous avez gardé ça. Comment les vieux avocats ne se permettent plus ça? D'abord, je ne suis pas un vieil avocat. Pardon. Quel âge vous avez? Non, 56. 56, ouais. Je suis un jeune avocat. Ouais. Mais au contraire, plus on va dans ce métier, et plus on s'autorise l'insolence, vous êtes plus libre maintenant, mais bien sûr, bien sûr. J'aurais jamais écrit un truc comme ça à BHL quand j'avais 25 ans. Ouais. Vos répliques, cette impertinence, c'est devenu une marque de fabrique, surtout quand ça a un sens. Il y a une scène célèbre, vous défendez un délinquant qui est musulman, mais ça n'a rien à voir avec son dossier. Et puis vous dites tout à coup à l'accusateur qui joue un peu sur cette corde-là, est-ce que vous aimez le chocolat noisette? Oui, parce qu'en réalité, c'est une histoire de braquage. Ouais. Bon. Et ce garçon explique qu'il est musulman, pratiquant. Bon. En tous les cas, ça n'a strictement aucun lien avec je ne sais quelle islamisation. Et à un moment, il ressort des éléments de personnalité qu'il va de temps en temps en Belgique, parce qu'il y a de la famille. Et là, l'avocat général s'autorise, mais vous allez à Molenbeek. Alors ça, c'est pas au dossier pour le coup. Ouais. Molenbeek, qui est la ville, nous savons, la ville des islamistes pour résumer. Et là, naturellement, je demande à l'avocat général, je rappelle qu'à Molenbeek, on vend du chocolat aux noisettes, et je lui demande s'il aime. Là, il le prend très mal. Ça, c'est ces répliques dont on parlait tout à l'heure qui, tout à coup, changent un peu la phase d'un dossier. Répliques qui ont du sens. Il y en a une qui est restée, qui restera dans les annales sans doute, c'est dans le procès Mera, du frère de Mera, quand, après 3 heures d'interrogatoire, vous dites de la mère de Mera. C'est quoi votre formule exacte? C'est aussi une mère qu'elle a perdu. C'est aussi la mère d'un mort, je crois que c'est ça. Bien sûr. Mais c'est vrai. La formule a eu un retentissement énorme. Ça en dit beaucoup de vous. Et personne n'échappe à l'humanité. Non. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Je suis allé voir
la pièce que joue Patrick Timsit, qui est issue du texte sublime d'Albert Cohen. Donc c'est un fils qui parle à sa mère morte. Et à un moment, il dit, mais une mère ou ma mère, elle m'aime même si je suis laid, si je suis veule, si je suis lâche, si je suis... Et moi, j'avais envie de dire, et si je suis terroriste? J'étais dans la salle, j'en ai parlé à Timsit d'ailleurs. Et en réalité, on m'a reproché cette formule parce qu'on cherchait d'une certaine façon à me vergéciser, c'est-à-dire qu'on cherchait la faille. Comme c'était insupportable que je puisse défendre Mera, on a cherché par tous les moyens à me discréditer. Il y a eu cette phrase. Je l'assume, il y a même un de vos confrères qui s'appelle Nicolas Demeuran sur Inter qui a dit que j'étais indécent. Je lui ai répondu que cette femme n'était pas une vache et qu'elle n'avait pas vélé, que c'était une mère et qu'elle avait eu du chagrin et qu'au fond les larmes s'ajoutaient et qu'on ne pouvait pas les distinguer. Il y a plusieurs mères très présentes, il y a des procès très beaux. Il y a le procès de cette mère infanticide où vous exprimez cette espèce de tout à coup. Là aussi, un rapport d'humanité avec elle alors qu'elle a commis... Voilà. Ou encore cette femme qui est en prison, qui s'est fait refaire les cheveux. Ah, c'est une histoire incroyable. Voilà. Et c'est sa seule dignité, et le tribunal ne le comprend pas. La juge oui, ne comprend pas. La présidente, oui. Cette femme a peur, elle a tué sa fille, qu'elle adorait. C'est une histoire absolument incroyable. Et j'appelle la présidente pour lui dire cette femme ne va pas bien, j'ai eu des échos en détention, etc. Et elle me répond oui, mais elle s'est fait faire une mise en pli. Il y a 4 ans qu'elle demandait cela. C'était sa façon d'exprimer un peu de féminité qui lui restait. Et c'est pris par cette présidente qui comprend peu les choses de la vie comme une coquetterie. Et une coquetterie insupportable compte tenu de la gravité des faits qu'on lui reproche. Je raconte tout ça et je dis qu'on n'a pas du tout le même sens des choses. Ce qui fait que cette femme a été lourdement condamnée d'ailleurs. Alors ça veut dire qu'on peut défendre tout le monde, évidemment. Alors, il y a ces questions rituelles. Est-ce que vous défendriez un tel? On vous l'a dû vous le demander 3000 fois. Hitler, vous le défendriez? Vous l'auriez défendu? Écoutez, j'ai dit un jour que je défendrais Hitler, mais pour défendre un type comme ça, ou pour défendre un terroriste radical, il y a d'autres noms, il faut d'abord que ces gens-là aient envie de donner quelque chose. Au juge et à la justice. Maintenant, vous savez, ce qui distingue la société la civilisation de la barbarie, c'est la règle de droit. Et je voudrais vous dire que le premier acte fondateur après la libération, c'est le procès de Nuremberg, avec des avocats, avec 3 personnages pourtant proches du pouvoir nazi qui sont acquittés, avec Speers, qui est l'architecte d'Hitler, qui n'est condamné qu'à 20 ans, si vous me permettez cette formule. Donc, on a compris... Avec la peine de mort pour certains d'entre eux, quand même. Alors que là, vous la contestez complètement. La peine bien sûr, mort. Bien sûr. Mais pour en terminer là-dessus, le premier acte après la guerre de pacification, c'est l'institution judiciaire qui donne le là, par l'ouverture de ce procès, où il y a un avocat, où il y a des avocats. Est-ce que là, par exemple, sur la peine de mort, sur le fait que les djihadistes, il ne faut pas les tuer sur place en Irak, en Syrie, je lisais vos déclarations là-dessus, il n'y a pas un tout petit peu de politiquement correct aussi quand vous attaquez le Front National, Là, vous tapez beaucoup sur le Front National. Oui, j'aime pas le Front National, mais alors pas du tout d'ailleurs. Non, ça, vous comprenez, mais on a l'impression de trouver des excuses à tout le monde, mais pas au Front National. Là, vous mettez leur casier judiciaire, enfin, c'est... Non, j'aime pas les tricheurs. Ils nous vendent depuis des années la dédiabolisation. Et en réalité, quand Marine Le Pen vient à la marche blanche, consacrée à cette malheureuse qui a été tuée à raison du fait qu'elle était juive, elle ne vient pas là pour soutenir les juifs, elle vient là pour taper sur les Arabes. C'est ça l'histoire. Bon, l'extrême gauche aussi a été très antisioniste, etc. Voilà. On a l'impression que vous tapez beaucoup de ce côté-là. L'extrême gauche, en France, ça représente rien. Le Front National, ça a failli représenter 30%. Le Pen, vous ne défendriez pas Le Pen, le père? Et s'il me dit qu'il s'est trompé, que finalement il n'y a pas de différence entre les races, s'il me dit qu'il regrette d'avoir été faire des quenelles avec son camarade Soral au mémorial de la Shoah à Bruxelles, oui, s'il me dit ça, mais comme il me le dira pas, c'est pas moi qui vais le défendre. Enfin, ce sont des hypothèses d'école. Je vois mal la clique de Le Pen venir me demander à moi. D'abord, ils ont Collard, donc c'est très bien. Votre rapport avec les clients, il est vraiment très intéressant. Vous dites des choses assez surprenantes. Vous dites par exemple, la vérité, c'est pas si important. La lucidité, on a l'impression que vous la placez plus haut. C'est d'ailleurs en exergue. La lucidité, oui. La vérité, pas besoin de la connaître forcément. La lucidité, quand je parle de moi, voilà.
La vérité, alors là, on est sur le terrain judiciaire. Pour moi, elle n'a pas d'intérêt. J'ai une vérité, le procureur en a une autre, le juge en a une, et lui, il est dans l'obligation de ne pas se tromper. Vous dites même que ça peut être handicapant. Hein. Si on est trop persuadé de l'innocence du client, ça peut un petit peu tétaniser. Mais la vérité, c'est sous deux angles. Il y a ce que le client peut raconter au juge, et il a le droit de mentir. Je ne fais pas l'apologie du mensonge, mais tant qu'il peut mentir, ça signifie que le procureur a la charge de la preuve de sa culpabilité. Puis ensuite, il y a la vérité que moi, je pourrais exiger. Moi, je n'en exige aucune parce que je ne suis pas le juge de celui que je défends. Donc il me dit ce qu'il veut, je suis son porte-voix. La seule chose que je peux m'autoriser, c'est de lui dire, monsieur, ce que vous racontez n'est pas crédible. Même pas n'est pas vrai, je m'en fiche, n'est pas crédible. Votre livre, c'est le récit d'une vie aussi. On parlait de votre grand-mère. Votre mère, c'est d'ailleurs une entrée de dictionnaire. Très bel hommage. Alors, famille maternelle, ça c'est le côté Moretti, italienne, très pauvre, hein, vraiment très pauvre. Et vous dites ça vous a servi. Il y a une très jolie scène où vous êtes, il y a Anne Sinclair, origine très bourgeoise, qui dit « Ah, ça m'a servi d'un ». Et vous vous dites « Non, le côté prolo à moi m'a servi ». Oui, on est à Sciences Po, Anne Sinclair que j'aime beaucoup, on est assis l'un à côté de l'autre, puis on est interrogé par des étudiants sur nos parcours respectifs. Et elle dit à un moment, moi je suis issu d'une famille bourgeoise, ça m'a beaucoup aidé. Et moi je dis, moi je suis issu d'une famille de prolos, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça donne la niaque, et puis ça permet d'être très, comment dirais-je, d'avoir accès à toutes les strates de notre société. Je pense que c'est handicapant. Vous savez, quand on est un prolo et qu'on monte par ce qu'on appelle l'ascenseur social, on voit tout. Bah oui, et on est obligé bien sûr à chaque fois de décoder. Chez les bourgeois, vous avez découvert quoi en montant ? Alors attendez, attendez, je voudrais finir. Donc on part de chez les prolos là, et puis on est obligé de décoder un certain nombre de choses. Puis quand on est avocat, on est confronté à un éclectisme total. Hein. On peut demain défendre un pauvre, après-demain un riche, un prince saoudien, un notaire, peu importe. Voilà. Et donc partir de là et parcourir avec tous les jalons, ça permet de se sentir à l'aise un peu partout. En revanche, quand on est là-bas tout en haut, pour voir ce qui se passe là-bas tout en bas, c'est à mon avis beaucoup plus compliqué. Voilà une des choses que j'ai découvertes chez les bourgeois. Des leçons, hein. Votre mère fait des ménages, et là vous vous dites, moi je veux pas avoir de patron. Ah non, mais moi je veux pas faire ce qu'elle fait, c'est sûr. Ouais. Mais ça, être libre, hein, pas avoir de patron, et ça c'est l'avocat. Elle fait les ménages et puis elle est issue de l'immigration. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop Le Pen. Ouais, c'est atavique. Jeune étudiant, on le disait, vous allez voir les maîtres, etc. Là, le goût de la parole, vous citez Badinter qui dit convaincre, c'est jouir. Ça, c'est vraiment le moment où on sent qu'on convainc. C'est bandé. Vous en avez oublié une partie. Oui, voilà. Ce qui est étonnant dans la bouche de Badinter, d'ailleurs. Oui, bon, c'est pas au premier degré qu'il faut le prendre. Hein, je veux le dire à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a de ça, oui. Il y a quelque chose il y a un rapport un peu charnel. Quand on convainc, mais même dans la vie, quand on essaie d'argumenter, puis on voit que l'autre se rend finalement aux arguments qui sont les vôtres, il y a une espèce de chose comme ça, très 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 dense. Et ça, c'est un moment, c'est oral, si j'ose dire, ça se reproduit pas. Hein. Ça se reproduit pas. Même à l'écrit, vous dites, il restera rien. Mais il reste rien de l'œuvre d'un avocat quand il a fini. Reste rien, un vague souvenir. Quelques répliques quand même, on le disait tout à l'heure. Bon, je sais pas, oui. Peut-être, oui. Oui, il y a quelques répliques, c'est vrai. Oui. Alors vous parlez aussi de bonheur plus palpable, il y a le bon vin, il y a la bonne nourriture. Alors vraiment, vous aimez manger, hein. Ça fait plaisir. Ouais, j'aime la bouffe, je suis un hédoniste. Il y a plusieurs pages. Hein. Alors il y a la recette des pâtes, c'est quoi? Ail et piment. Ouais. C'est comment les pâtes ail et piment? Écoutez, achetez le livre de recettes. Vous l'avez lu. C'est vraiment au sens chez vous. Là, c'est la sensualité complète. Hein. Non, mais vous savez pourquoi? Alors, je vais quand même dire quelque chose là-dessus. Le dictionnaire, quand on me l'a proposé, je me suis dit, c'est l'occasion d'incarner ce qu'est un avocat. En tous les cas, ce que je suis. Parce que l'avocat, il fait un peu peur. Il est dans une espèce de singularité sociale. Il est perçu souvent comme proche de ses clients, grassement payé pour faire triompher le crime. À la fois, on l'admire et puis on le déteste. Bon, il y a 80% des Français qui détestent les avocats, mais 80% des Français qui aiment leur avocat. Et je me suis dit, je veux quand même montrer que sous la robe, il y a un type normal qui boit de temps en temps du whisky, qui aime le vin. Ouais, c'est ça. Plus de... Oui, c'est ça. Oui. Éric Dupond-Moretti, merci. Dictionnaire de ma vie. Vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas un vieil avocat.
Vous êtes resté aussi, aussi libre qu'avant? Jamais embourgeoisé? Je suis bien plus... Si, embourgeoisé, bien sûr. Ouais. Mais le sachant... Dans la vie, mais pas dans la tête. Non, mais je suis beaucoup plus libre qu'avant. Ouais. Beaucoup plus libre qu'avant. Merci beaucoup, on vous lira. Merci à vous de m'avoir invité. Pardonnez-moi avec le matin dimanche.